Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce petit CROA, ce compte-rendu d'observation astronomique suite à l'éclipse de la nuit du 20 au 21 janvier 2019. Donc effectivement, ces derniers jours, je vous ai publié plusieurs vidéos et tutoriels pour vous préparer à l'observation de cette éclipse et comme vous, je l'attendais avec impatience. Qui plus est, je l'attendais avec impatience depuis en fait celle du 28 septembre 2015, dans la mesure où j'avais repéré que cette éclipse allait être relativement similaire en termes donc de configuration et donc allait nous permettre une observation intégrale. J'ai décidé d'appeler cette petite chronique l'astronomie est une école d'humilité, dans la mesure où cette éclipse m'a rappelé quand même assez franchement un certain nombre de principes de base de ce qu'est l'astronomie. C'est une école de patience, mais c'est aussi une école de la vie. Et donc je voulais, à travers un peu ce petit compte-rendu, vous partager 2-3 petits sentiments à propos de cette éclipse, vous montrer les premières photos bien sûr, et surtout vous raconter un peu comment ça s'est passé. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Première école d'humilité, au moment où vous allez voir donc cette vidéo, vous allez vous apercevoir que le nord de la France a été frappé d'un bon et bel épisode neigeux. Et effectivement, 2 jours avant, nous étions donc du côté de Bailleul, hein, entre Lille et Dunkerque, donc, et la côte d'Opale, pour donc observer cette éclipse avec une dizaine de personnes, particulièrement les membres du club astronomique de la région lilloise que je salue. Et donc effectivement, cette petite humilité, c'est de se rendre compte qu'on a eu un temps absolument fabuleux avec un trou qui était juste parfait comme condition météorologique pour l'éclipse, et que 2 jours après, on se retrouve avec quasiment une dizaine de centimètres de neige et les routes complètement bloquées. Donc c'est vraiment une belle chance que nous avons eue, et ça nous rappelle que effectivement nous ne sommes pas maîtres des éléments. Et je pense que par rapport à ça, bien évidemment, on est parfois déçu de ne pas pouvoir assister à une éclipse. Mais pour autant, voilà, ça fait partie du jeu, l'homme ne maîtrise pas tout, et c'est un petit rappel comme ça. La deuxième chose qui va avec celle-là aussi, c'est celle du fait que l'astronomie, et le monde de l'astronomie amateur est simplement une grande communauté, et en même temps une petite communauté. Je trouve assez dommage de voir de temps en temps, quelquefois, des astronomes amateurs se clasher les uns les autres, particulièrement sur la toile, dans des forums, sur Facebook ou sur YouTube. Dans la mesure où effectivement une chose que moi je trouve franchement super sympa dans le cadre donc de cette communauté des astronomes amateurs, eh bien c'est de pouvoir s'accueillir les uns les autres quand les conditions l'exigent. Et j'avais le plaisir d'inviter un de mes amis à venir observer l'éclipse avec nous, et inversement d'avoir été accueilli donc en Lorraine par Pierre au moment de l'éclipse du 27 juillet 2018. Et donc voilà, c'est juste aussi un petit rappel que dans nos relations les uns avec les autres, eh bien quelquefois il faut savoir aussi un peu arrondir les angles et essayer de comprendre un petit peu ce que veut dire l'autre, de façon à en éviter presque entre guillemets à venir à des mots ensuite que l'on risque de regretter après coup. Donc les personnes qui devront comprendre comprendront aussi que je ne suis pas là pour partir en clash avec les personnes, et que j'aimerais bien qu'un jour les gens puissent simplement s'accepter les uns les autres malgré des différences de pratique et autres. Et je trouve ça un peu dommage de voir des astronomes amateurs quelquefois se friter les uns les autres. Une école d'humilité également vis-à-vis du matériel. Effectivement, on a beau passer des heures et des heures à mettre au point du matériel, quelquefois eh bien, les faits nous le rappellent douloureusement, on va dire, pas trop non plus. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la platine d'entraînement de ma table équatoriale, en tout cas celle que j'utilise pour le 400 mm. Donc en fait pour les Dobson de grosses dimensions, on utilise des tables équatoriales, ça permet, parce que bien évidemment un Dobson, et surtout particulièrement à Newton, quand ça commence à grossir en dimension, en fait quand on grossit le diamètre par 2, on multiplie en réalité le volume de l'instrument par 8. Ça vient au cube, hein, bien évidemment, x, y, z. Et résultat, à un moment donné, on ne peut plus le mettre sur une monture équatoriale, sauf à avoir un truc qui soit absolument monstrueux et intransportable. Donc pour mettre un 400 mm, eh bien, on utilise une table équatoriale, et ma table équatoriale est motorisée par ces petits moteurs. Donc ça, c'est les moteurs EQ1 que vous trouvez à une 50aine d'euros chez différentes marques, hein, Skywatcher, Celestron, etc. Et ça marche pour donc les motorisations EQ1 et EQ2.
C'est un moteur que j'avais vérifié le jour même en fait de l'éclipse pour être bien certain qu'il allait fonctionner correctement. J'installe la table équatoriale, je monte le télescope et au moment de brancher l'alimentation, impossible de le faire démarrer. Donc on s'est dit, c'est peut-être les câblages, etc. Ça m'était déjà arrivé d'avoir une connectique un petit peu limite. Hein, donc les connecteurs RCA, c'est quand même pas toujours top. Donc en fait, on a entrepris de prendre un couteau et de découper carrément le câble pour essayer donc de faire carrément un contact direct avec les bornes du moteur, de façon à essayer de l'insérer voilà, du courant. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc en l'occurrence, on a découpé les fils pour essayer de les mettre en contact. Et impossible d'avoir le moteur qui démarre. Et on était à peu près à une demi-heure du début de l'éclipse. Donc en urgence, et j'avais prévu le coup, j'avais le 200 mm. Je comptais en fait faire des photos avec les deux à la fois. Donc dans l'urgence et la précipitation, j'installe le 200 mm, je fais une mise en station rapide avec simplement un laser en parallèle de la table, enfin de sa base. J'arrive à une mise en station qui était franchement pas trop mal. Du reste, quand on fait une éclipse de lune comme ça avec un appareil photo numérique, on n'a pas trop de problème de mise en station, à part après derrière un effet éventuel de rotation de l'image finale. Mais une rotation qui se fait sur plusieurs heures. Donc j'installe le télescope, etc. Voilà. Et puis je me dis, voilà, à l'origine, j'avais prévu donc de shooter avec le Sony A7S que vous voyez là, à 1800 de focale pour avoir une lune qui remplisse bien le champ, etc. Et comme je sais qu'avec cet appareil, on est très vite sous-échantillonné, je pars, bille en tête, de me dire, voilà, je vais utiliser mon doubleur de focale. J'avais prévu en fait de faire avant l'éclipse des photos au doubleur de focale pour avoir une image de référence de très haute définition des détails lunaires. Et donc j'installe le doubleur sur le 200 avec le Sony A7S. Je fais une collimation bien évidemment préalablement. Et je fais une mise au point avec un masque de Bahtinov sur donc Arcturus, hein, qui est l'étoile principale du Bouvier. Et la mise au point est absolument impeccable avec donc les 3 traits que vous connaissez quand vous utilisez un masque de Bahtinov. On en parlera dans un tutoriel. Je me dirige maintenant dans ce cas-là vers la Lune. Je braquais légèrement à l'est, hein, bien évidemment. Je vais plus vers le sud et ouest. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être que le miroir n'était pas bien calé au fond de son barillet, mais résultat, le miroir bouge et en fait, j'ai perdu la mise au point sans m'en rendre compte. Donc j'ai commencé à faire le shooting de l'éclipse avec une mise au point qui n'était pas bonne. À un moment donné, je me suis dit quand même, c'est pas normal d'avoir ce genre, donc on contrôle quand même un petit peu les images, c'est pas normal d'avoir ce genre de mise au point qui soit moyenne, donc je corrige un petit peu à la va-vite, tout en étant bien évidemment contraint par le temps dans la mesure où l'appareil faisait des rafales toutes les minutes. Et donc j'en arrive à corriger un petit peu la mise au point quand même, mais malgré tout, voilà, c'est quand même pas parfait et je suis certain que voilà, il restait peut-être un problème de mise au point ou de collimation qui était pas bonne, peut-être que le miroir avait bougé voilà, dans son barillet parce qu'il est complètement décontraint, il est complètement libre et simplement posé quasiment. Voilà, donc rappelez également que l'homme aussi doit avoir une certaine humilité face à la technique, face à l'adversité, etc. J'ai réussi malgré tout quand même à faire des photos, hein. J'ai 5000 photos qui sont pas très nettes, mais voilà. Donc je vais quand même faire une vidéo et je vais vous montrer à la fin de ce petit croa les premières photos quand même malgré tout de l'éclipse. Ensuite, vous vous rappelez aussi que l'astronomie, c'est une affaire d'humilité pour d'autres raisons encore. La dernière fois, je vous ai donc exprimé mon sentiment par rapport à des images hyper saturées en termes de couleurs. Donc j'avais le 400 mm finalement, j'avais prévu le 300 pour faire de l'observation en parallèle et bien m'imprégner la rétine de la véritable couleur. Et effectivement, j'ai pu constater donc que la couleur était beaucoup plus pastel qu'elle n'est saturée sur les photos d'images d'APN. Ça, c'est tout à fait normal en réalité, parce que quand on connaît la structure de l'œil, on sait qu'il y a d'abord un premier étage de cellules donc, qui vient capter le rouge, le vert et le bleu. Et donc ces cellules, effectivement, sont très sensibles quand il s'agit... Enfin, sont peu sensibles, pardon. Elles sont très efficaces en termes de définition et surtout très efficaces donc, quand il y a une lumière assez importante. Et puis, à mesure que la lumière commence à diminuer, c'est la deuxième rangée donc, de cellules qui vient capter cette fois dans le noir et blanc avec une résolution un petit peu moindre. Et en fait, le soleil...
Et en fait, lorsque la Lune est éclipsée, elle est peu lumineuse, et en réalité, la première couche de cellules de l'œil arrive un petit peu à capter la couleur, mais finalement peu, et c'est surtout la deuxième couche qui travaille, et c'est pour ça qu'on a des images qui sont très pastel, et qu'on a cette couleur cuivrée, et non pas une couleur jaune. Mais donc je voulais présenter mon excuse, parce que je semblais dire et croire que la Lune n'était pas jaune, ou en tout cas n'était pas orangée au moment d'une éclipse. Il est vrai qu'elle n'est pas orangée, mais en réalité c'est aussi une question de saturation. Et en réalité, quand on ôte la saturation à une couleur un peu orangée, on tombe sur cette teinte cuivrée que nous avions effectivement dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc voilà, on est sur quelque chose de très subtil aussi, d'une perception subjective, et c'est de ne pas oublier cet aspect-là. Et c'est vrai que la correction de la balance des couleurs est extrêmement difficile quand il s'agit de photographier une éclipse, puisqu'en réalité on est face à un appareil photonumérique qui va nous trahir complètement la réalité des couleurs. Autant sur une nébuleuse, on s'y attend, parce qu'on sait que c'est la nature des gaz que d'avoir cette couleur assez saturée, autant sur la Lune, bien évidemment, on est face à un phénomène où la perception humaine n'est pas saturée, alors qu'en réalité, il y a quand même une information saturée, mais qu'on ne voudrait pas restituer à tort. Donc voilà, c'est aussi ce petit rappel, en fait, de la réalité aussi un peu des faits par rapport à une éclipse. Un rappel aussi que le matériel, tout matériel a ses limites. Donc là, je vous ai parlé du moteur, effectivement, qui n'arrivait pas donc à démarrer. Sur celui-ci, j'ai eu quand même un petit problème. Voilà, autant l'isolation thermique a fonctionné impeccablement, et puis tous mes collègues qui étaient présents, qui ont mis une couverture de survie, ont eu vraiment aucun problème pour ce qui est donc même d'une rosée givrante que nous avions lundi matin. Autant, si vous voulez, c'est une monture en fer à cheval, et vous avez donc un secteur qui est un arc de cercle en aluminium, et l'entraînement, ce sont des roulements à billes qui sont collés. Et en l'occurrence, donc je n'avais quasiment plus d'adhérence en fait sur la deuxième partie de l'éclipse. Et en l'occurrence, donc, j'étais plutôt en train de shooter finalement la Lune au défilé plus qu'avec un entraînement impeccable. Finalement, j'avais quasiment du gel en fait qui s'était déposé à même donc le secteur et le roulement à billes. J'ajoute que l'astronomie, c'est également une affaire et une école de patience, dans la mesure où effectivement on attend une éclipse pendant des semaines, voire des mois, et que finalement, voilà, il peut se passer tel ou tel déconvenu, et il va falloir attendre la prochaine, donc dans à peu près 10 ans, si on veut travailler sur une éclipse intégrale. Donc là aussi, ça fait partie de la vie, et c'est aussi ça l'humilité. Une école d'humilité enfin, et je terminerai par ça, parce que nous avons eu la chance extraordinaire, alors que les astronomes amateurs du monde entier et même les professionnels étaient braqués vers la Lune à cet instant-là, d'avoir un impact de météoroïdes sur la Lune en plein pendant la phase de totalité. C'est une opportunité extraordinaire donc, puisqu'on a des sources concordantes du monde entier. Enfin, pour le moment, il y a quelques sources qui ont confirmé avoir donc cet impact sur le film. Et avec la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, donc qui tourne autour de la Lune et qui fait des photos en permanence, on va pouvoir voir véritablement quelle a été la taille de l'impact, mesurer l'intensité, etc. Et certains astronomes amateurs ont eu la chance d'être en train de faire une photo ou un film à cet instant précis, et donc de voir ce petit flash lumineux sur la Lune. A priori, en ayant regardé une première fois mes images, je ne l'ai pas, mais je me réjouis pour les collègues, donc d'avoir pu avoir ce phénomène finalement très j'ai pas envie de dire très rare, parce que ça arrive régulièrement, mais en tout cas cette opportunité extraordinaire de pouvoir en capturer donc un impact. Donc voilà, c'est nous rappeler un petit peu cette humilité face à tous ces petits événements. Mais malgré tout, c'est une expérience incontournable, bien évidemment. Il faisait moins 4 degrés, on n'avait pas de vent, fort heureusement. Ça a été une nuit qui a été dure, ça a été voilà, mais en même temps très heureux de pouvoir observer cette éclipse en compagnie de mes copains. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec les plus belles images de cette éclipse. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le tutoriel sur le traitement des images. Là, j'en ai fait quelques-unes sélectivement. Mais en fait, je vais voir pour vous aider à automatiser au maximum le traitement. Je sais que c'est un traitement qui prend un temps très conséquent. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Maintenant, place aux quelques images. Merci, au revoir.